Bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama. C'est Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie, avec votre invité aujourd'hui, Luca De Meo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de Renault. Vous avez publié ce matin vos comptes annuels, ça plaît aux investisseurs, plus 7%, 7% de hausse sur le titre. Je reviens sur les chiffres clés. Vente en hausse de 18% sur 2023, 2,2 milliards d'euros de bénéfices, 8% de marge opérationnelle, un peu moins a priori en 2024, mais ça on en reparle après, 3 milliards d'euros de cash générés par l'activité auto. On peut dire que ce sont les meilleurs résultats de Renault depuis quoi, 10 ans? Assurément, depuis, sur tous les pense, indicateurs. 125, Hein? depuis le début. C'est vrai? Oui. On a regardé un peu en arrière et en fait c'est des résultats historiques, ce qui est bien. Ça montre que le plan il marche et voilà, qu'on est sur la bonne voie. Bon, Renault donc n'a jamais été aussi rentable. 8% de marge opérationnelle. La question qui se pose évidemment, c'est de savoir si tout ça est durable. On peut durablement inscrire Renault à ce niveau de performance opérationnelle? Bon, les 8% pour des constructeurs de volume, c'est assez exceptionnel. Ouais. Mais je pense que nous, on a l'avantage en ce moment qu'on rentre dans un cycle de vie de l'offre produit assez positif parce qu'on va lancer une vingtaine de modèles d'ici début 2026. Donc je pense qu'on va être porté par les nouveautés de produits. Mais le contexte, il est compliqué dans l'automobile. Donc le marché il reste toujours en deçà des niveaux historiques en Europe. Il y a évidemment beaucoup de tensions sur le marché de l'électrique. Il peut y avoir des pépins dans tous les sens, comme on a vécu avec le Covid, la logistique, les semi-conducteurs, etc. Donc, on essaye d'être prudent, mais je pense qu'on a donné une guidance à 7,5%, et ça serait quand même, ou plus que 7,5%, ça serait quand même une très très bonne performance. Le redressement de Renault est achevé. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste, voilà, s'inscrire encore une fois, inscrire ce type de performance globale dans la durée. C'est ça le nouveau challenge aujourd'hui? Je pense qu'on avait 3 phases dans le plan 1, c'était de restructurer, je pense qu'on a terminé. Ouais. La deuxième phase, c'était justement le développement et le lancement des produits. On a commencé en automne 2023 et maintenant on va voir toute la vague des produits qui arrivent. On va lancer une voiture par mois. C'est un truc que je n'ai jamais vu chez Renault, sur toutes les marques, Renault, Dacia, Alpine, etc. Donc on va être très occupé à introduire les produits dans le marché et on se gratte la tête aussi pour comprendre comment on peut faire de Renault une entreprise très adaptée à la modernité de l'automobile où il y a beaucoup de chaînes de la valeur qui sont en train de pousser autour de notre secteur. Si je pense au software, à l'électrique, à l'économie circulaire, à la data, à l'énergie, à l'hydrogène, etc. Donc l'idée, c'est de profiter de la crise qu'on a vécue il y a 2-3 ans pour vraiment construire une équipe qui a un module de jeu extrêmement moderne. Avec des ventes qui ont augmenté, tout comme les marges, encore une fois je l'ai dit, c'est le fruit de la stratégie de monter en gamme, c'était l'objectif. Oui. Et c'est réussi, et même s'il y a beaucoup de concurrence, encore une fois, sur. Oui, mais on s'est contenté. En fait, pendant un moment, Renault avait cherché la croissance pour la croissance, aussi dans des marchés ou des segments dans le monde où il n'y avait pas beaucoup de marge, juste pour afficher 500 000, 200 000, 1 million de voitures de plus. Mais en fait, ça avait un impact très négatif sur la santé financière de l'entreprise. Et en fait, on est en train de faire beaucoup plus d'argent en vendant 1 million de voitures de moins. Maintenant, avec le produit qui arrive, je pense qu'on peut revenir à une croissance saine parce que c'est fait par la nouveauté du produit, par les nouveaux technos qu'on amène, etc., que les gens sont peut-être prêts à payer comme il faut. Et donc voilà, j'en fais pas une question de volume et de taille, mais j'en fais une question de qualité de notre croissance. Et ça, je pense qu'on a les moyens, les arguments pour le faire, pour continuer. Ouais. Un petit mot comme juste des perturbations d'approvisionnement à cause des attaques en mer Rouge, l'allongement de la durée des transports, des coûts de transport. C'est un sujet ou pas du tout pour vous? Non, on n'a pas encore eu des impacts, heureusement. Je pense que d'autres constructeurs l'ont eu. Voilà, on est très vigilant sur ça, mais il peut y avoir, vous savez, c'est pas nous qui contrôlons la situation là-bas, donc il peut y avoir des pépins, donc c'est pour ça qu'on donne une guidance qui est relativement prudente, justement parce que le monde il est devenu plus complexe, donc ça peut amener des retards, ça peut amener une augmentation des coûts de la logistique, etc. Donc voilà. Mais pour l'instant, on a bien géré pour l'instant. Le grand défi de 2024 pour Renault? Je pense que il y a tellement
quand tu lances tous ces modèles, il peut toujours y avoir un petit retard, quelque chose qui ne marche pas, etc. Donc il faut qu'on soit très discipliné, très orienté à l'exécution des choses. Mais ça, je pense que ça va être, d'un point de vue d'organisation, le grand défi, que tous les lancements marchent bien et qu'on soit dans le timing. Les blockbusters, ça pourrait être quoi? Ben, moi, je pense que la Renault 5, c'est la meilleure voiture électrique compacte au monde. C'est un truc. Fin 2020, fin d'année. Oui, je pense qu'en pleine disponibilité, ça va être septembre. Mais on va commencer à la présenter à Genève. Et puis En termes de prix, on sait au final quel sera son prix? On va commencer par 25 000, on l'avait dit. Mais ça, la voiture elle est extraordinaire. Je pense que pour Dacia, le Duster, ça va être un blockbuster. Ça va être une voiture vraiment qui va changer la donne. Et puis on recommence aussi avec le lancement de la petite Alpine. Voilà, la nouvelle phase de développement de la marque Alpine, qui est aussi chouette, je pense. Face à l'explosion, autre sujet, mais on parle de l'électrique, face à l'explosion de la demande, le gouvernement vient de mettre fin au leasing électrique, leasing social pour 2024. Ouais. 50 000 ménages ont commandé cette voiture à 100 € par mois, subventionnée par l'État. C'est 2 fois plus que prévu. Ça prouve, et c'est un sujet important, qu'une voiture électrique à prix, entre guillemets, abordable, ça marche. Ben, ça marche. C'est ça le sujet. Je pense que c'est une bonne initiative. Après, ils vont décider l'interruption justement pour une question, j'imagine aussi de budget, oui. etc. Donc, parallèlement, il y a un autre schéma qui est en place. Je pense que le marché de l'électrique, au niveau où on attend que ce soit, il n'a pas encore un marché naturel. Donc, le marché de l'électrique a besoin de ces subventions. D'ailleurs, on le voit en Allemagne, ils ont enlevé les subventions et le marché s'est cassé la figure en fait dans l'espace de quelques semaines. Ça veut dire que les voitures sont trop chères, les prix. Exactement. Donc, mais pour arriver à réduire les coûts des voitures, il faut du temps. Donc il faut qu'on développe des technologies. Nous, dans le périmètre d'Ampère, on s'est engagé d'ici 2027 à baisser les coûts de 40% sur les voitures électriques. Et quand tu fais ça, en fait, tu mets les voitures électriques au prix des voitures à combustion. Donc 2027 ? Je pense qu'on sera dans les conditions. Après, il faut se dire aussi que le prix moyen d'une voiture en combustion en Europe, c'est 30 000 €. Le prix moyen des voitures électriques, il est à 45 000 €. Ah ouais. Aussi parce qu'il y a plus de voitures grandes en électrique que de petites. Oui. Donc quand tu as des voitures comme la Renault 5, la Renault 4 ou même la Twingo qui va arriver en 2026, ça va baisser le seuil d'accès et là, on va faire du volume. Ouais. Sur les 50 000 voitures commandées, il y en a combien en Renault? Je pense que c'est un peu plus de 10 000. Ça, voilà. Donc on a fait notre... Voilà, d'ailleurs, ce sont les seuls qui seront produits en France, soit en passant. Ben ouais, on est fiers de ça. Ouais. Justement, vous parliez de Luca De Meo d'Ampère. Beaucoup de monde s'est posé la question, vous avez apporté des réponses, mais on avait envie de vous entendre. Pourquoi avoir fait machine arrière sur cette IPO d'Ampère, donc dans l'électrique, les logiciels, etc. Parce que les conditions de marché, c'est vrai que le CAC 40 est au plus haut, elles sont bonnes. C'est vrai que l'appétence, on ne va pas se mentir, l'appétence pour les constructeurs électriques en bourse est un peu moins bonne conjoncturellement. Ouais, je pense que nous, on avait commencé tout le process il y a 2 ans, en 2021. Donc on avait dit qu'on aurait étudié différentes formes de financement de ça, y compris l'IPO. Et puis la conversation a un peu pris cette direction. Donc tout le monde pensait que en fait, ce qu'on est en train de faire à Ampère, c'est l'IPO d'Ampère. Le truc d'Ampère, c'est qu'on met ensemble 2 usines d'assemblage, 2 gigafactories, une usine de construction de moteurs, toute la partie du software, dans le nord de la France, 1500 fournisseurs, tous concentrés en 300 km. Donc c'est un projet industriel d'abord, et puis un projet financier. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on savait que, et ça reste vrai aujourd'hui et maintenant après un peu d'expérience, qu'on savait que, comme toutes les startups, ça commence à boule de cash. Ce cash-là, sur les premières 2 années, année et demie, ça devait être quelque chose comme 1,5 milliard. Okay? Donc à l'époque, on n'avait pas ce 1,5 milliard. Aujourd'hui, vous l'avez. Aujourd'hui, on l'a. Donc c'est ça la raison de fond, parce que certains ont dit que c'était parce que vous n'aviez pas réussi à valoriser Ampère à 10 milliards d'euros. Non, la raison, c'est qu'on peut le faire avec notre argent, heureusement, parce qu'on est capable de générer du cash. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que, comme vous l'avez dit, l'appétence pour ce type d'initiative est très différente de ce qu'il y avait il y a 2 ans. Je pense que c'est un peu étrange. Je pense que, le futur dans l'automobile, notamment l'automobile européenne, il est électrique. Donc je pense qu'à un moment donné, les investisseurs et le marché vont valoriser ce type d'initiative, parce qu'Ampère, c'est quand même un grand projet. 1 million de voitures électriques produites en 2030. Et d'ailleurs, je le dis directement ou indirectement, ça entraîne
20 milliards d'investissements dans le nord de la France. Ça, il faut le dire. Ouais. Entre tous les fournisseurs, tous les partenaires, Renault, etc., c'est quelque chose qui va rebooster l'économie de cette région. Et c'est ça qui est important, finalement. Alors, si l'industrie automobile ne bouge pas, elle disparaîtra sous l'offensive chinoise. C'est signé Carlos Tavares, qui prévoit des fusions dans l'automobile face à l'offensive des constructeurs chinois. Il se dit prêt d'ailleurs à une méga fusion. Renault, Ford, General Motors. Vous êtes open ou pas? La question, il faut la poser à Carlos et pas à moi. Donc, moi, je pense certainement que les Chinois, notamment sur la technologie de l'EV et peut-être un peu sur la partie software, ils ont quand même pris un avantage de temps parce qu'ils ont commencé avant. Et on peut rattraper? Je pense qu'on peut rattraper, on a besoin d'un peu de temps. Donc je pense qu'on peut rattraper, mais il faut vraiment mettre en place au niveau européen une stratégie industrielle qui part de s'assurer l'accès à des matières, la capacité de raffiner ces matières, l'installation des capacités de production des batteries, etc., jusqu'aux infrastructures, etc., etc. Donc, ce n'est pas des initiatives qui peuvent être comme ça, des initiatives qui ne sont pas coordonnées. Il faut une stratégie et ça va être un sport d'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'industrie de l'automobile qui est dedans. Il y a l'industrie des infrastructures, il y a l'industrie de l'énergie et il y a aussi les autorités continentales et nationales. Qu'on comprenne bien, cette course au gigantisme qu'a connu le secteur, pour vous, c'est plus la stratégie, parce que c'est ça derrière, en creuse, ce que me dit Carlos Tavares, c'est qu'il va falloir fusionner de plus gros pour lutter contre l'offensive des marques chinoises. Moi, je considère... Sur l'analyse stratégique. Oui, moi, je considère que... ce truc-là, je l'entends depuis 30 ans. Malheureusement, je suis vieux, ça fait 30 ans que je travaille dans l'automobile. Ça fait 30 ans que certains grands patrons, au début des années 2000, ils racontaient qu'il allait y avoir 5 ou 6 groupes sur la planète qui allaient survivre. Au passage, on a eu 150 nouvelles marques chinoises qui sont rentrées dedans. Donc, si tu fais la liste, il y a plus de constructeurs maintenant qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Donc, moi, je considère qu'il n'y a pas qu'une recette au succès. Il n'y a pas qu'une approche. La taille, c'est important dans notre secteur, c'est clair, parce qu'on est capital intensive, si je peux utiliser ce mot en anglais. Et donc, évidemment, si tu peux distribuer les coûts fixes et les coûts sur plus de pièces, ça marche. Mais ça marche vraiment quand tu as une demande qui est stable et tu as une technologie qui est mûre. Donc, tu as un AD qui font la même chose, tu mets ensemble et tu as toujours l'avantage. Mais qu'est-ce qui se passe, comme aujourd'hui, quand la demande est très volatile, les marchés sont très volatiles, et la technologie est très évolutive. Là, tu dois mettre en place une organisation qui est très agile. C'est ça, l'agilité. Et très orientée à l'innovation. Donc, la taille reste une condition nécessaire dans le monde de l'automobile, mais peut-être pas suffisante. Et nous, Renault, on est un constructeur de moyenne taille, donc on ne peut pas nécessairement jouer ça, mais on joue à fond la carte de l'agilité et de l'innovation. Et on va le démontrer. Est-ce que c'est, est-ce que c'est une bonne solution? Pour l'instant, ça marche. Est-ce que l'autre, de faire de la taille, c'est une mauvaise solution? Je ne crois pas. Je pense que ça a tout son sens. Et c'est ce que je pense. Mais des fois, le monde, il n'est pas tout noir ou tout blanc. Ouais. Donc, il y a un dégradé de couleurs. Sur la percée des constructeurs chinois en Europe, est-ce qu'elle va plus vite que ce que vous imaginiez? Est-ce que... Oui, elle va vite. Dans quelle mesure c'est une vraie menace existentielle peut-être? Mais je pense qu'elle va vite. Ça ne va pas seulement prendre la forme qui est visible de nouvelles marques qui arrivent, qui montent leur réseau de concessionnaires, les gens, mais ça va être aussi les fournisseurs, les gens qui en fait montent les usines, etc. Parce qu'ils ont quand même développé un contrôle de toute la chaîne de la valeur qui est assez impressionnant parce qu'ils ont commencé avant avec beaucoup de moyens et avec le soutien de tout le système chinois. Donc je trouve que c'est bien parce que ça fait de la compétition. Moi, je répète, l'Europe a toujours eu une tradition d'ouverture. Donc nous, on a accueilli les constructeurs américains dans les années 50-60, puis il y a eu les Japonais dans les années 80. Et les marques nationales sont toujours hégémoniques sur leur marché d'ailleurs. Ben voilà. Donc en fait, tu cumules américains, chinois, japonais, coréens, ça fait quoi, 25-30% du marché européen en moyenne. Ça veut dire qu'on est encore là. Il y a un attachement aux marques nationales?
Les chiffres te disent qu'en moyenne en Europe, tu as une fidélité à la marque de 50%. Il y a des pays où ça atteint 65-70%. Donc ça compte beaucoup, évidemment. Mais bon, moi je dis, je sous-estime pas du tout la, entre guillemets, menace. Elles sont bien, les bagnoles chinoises? Oui, absolument. Après, dire chinois, il y a 150 marques. Donc il y a des bons et des mauvais. Les BYD, les oui, très bien. les MG. Oui, exactement. Mais je pense, mais MG c'est différent de BYD, Oui. même en termes de stratégie. Ouais. Donc BYD, on voit BYD, les prix de BYD sont plus hauts de ce que nous on propose en électrique. Regardez les chiffres. Ouais. Regardez un Atto 3 et un Scénic, et vous allez voir qu'on est très bien positionné. Ouais, MG est moins cher. Mais c'est un autre type de voiture. Et il faut comparer orange et pomme à pomme. Donc voilà. Donc, Tesla, il y a des bons et ceux qui sont moins bons. Il y a la guerre des prix aussi, initiée par Tesla, qui a encore baissé ses prix sur son modèle Y en Allemagne et en France. Ouais. Est-ce que cette guerre des prix, alors double question, est-ce qu'elle va s'intensifier? Est-ce que Renault a les moyens, maintenant que les marges sont de retour, sans trop les sacrifier non plus, on a vu ce qu'a fait Tesla, l'impact que ça a sur les marges de Tesla, qui n'a pas été apprécié en bourse. Est-ce que Renault aurait les moyens de mener cette compétition? Mais moi, j'ai toujours dit, quand la chose avait commencé, que je trouvais ça assez dangereux, en fait. D'ailleurs, on le voit on voit le reflet dans les résultats de Tesla, non? Donc la performance de Tesla. Et nous, on a tenu, j'ai plutôt préféré renoncer à certains volumes, mais pour protéger la valeur, les marges et la valeur résiduelle de nos produits. Donc Renault n'ira pas, ne s'engagera pas dans la gamme? Non, mais on a construit en paire de façon assez light pour essayer d'arriver très rapidement à break-even sans devoir compter sur trop de volume. C'est toute la philosophie qui est derrière. Je vais toujours faire une voiture de moins de ce qui est la demande dans le marché. Ouais. Et je pense que pour l'instant, ça marche. Et on a tenu des valeurs résiduelles parce que la valeur résiduelle, c'est aussi quelque chose de très important pour le client. Si je vous vends une voiture, et vous la redonnez après 2 ans et le truc il vaut 20% de ce que vous l'avez payé, vous n'allez pas être content. Non, pas du tout. Et donc nous, on est là aussi pour protéger la valeur. Et ce n'est pas exactement ce que certains constructeurs ont fait. Ils vont en payer le prix dans le moyen long terme. Luca de Meo, vous avez distribué un dividende en forte hausse. C'est important, il fallait rémunérer les actionnaires qui ont dû être patients ces dernières années. C'est ça aussi le message envoyé? Oui, absolument. Et donc, comme on a un moyen, on le fait. On est au-dessus de ce que le marché s'attendait à ce point de vue. Et notre politique, elle est très simple, transparente et claire. On va essayer, dès qu'on aura les conditions, on reviendra à l'investment grade. Donc, on sera distribué jusqu'à 35% du résultat. Le dividende qu'on distribue maintenant, c'est en fait, on est à la moitié du chemin. Donc, c'est comme si c'était 17-18% de tout le résultat. Et je pense que c'est un très bon pas dans la bonne direction. Bon, on finit là-dessus, juste l'action, j'ai dit 7% aujourd'hui, donc les investisseurs apprécient évidemment ces très bons résultats. Sur 3 ans, le cours de l'action Renault, on est sur Boursorama, le cours est, on va dire, en gros stable. Vous ne pouvez pas être satisfait, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'action prenne son envol? Ah là, vous êtes plus expert que moi. Moi, la seule chose que je dois faire, c'est vendre des voitures. Vendre des voitures, développer des voitures, ça c'est notre métier. On est des industriels, mais j'imagine que si on continue de montrer de la performance, si on continue de développer de la bonne techno, etc., il y a une forme d'intelligence dans le marché. Donc, à un moment donné, ça va être reconnu. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé, on était vraiment dans le fond du trou. Je pense qu'on était à plus ou moins 20 par action. Maintenant, on est à 40 aujourd'hui. Donc, on a fait un step, mais je pense que Renault mérite un peu plus, mais on y travaille. Et Renault en a sous le pied? Je pense, oui. Faut pas... On ne veut pas prendre la grosse tête, pas du tout, on veut être humble, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de boulot quand on est en train de faire du bon boulot. Allez, merci de passer nous voir. Luca de Meo, donc, directeur général de Renault, invité à la grande interview sur Boursorama. Merci à vous et à bientôt. Merci. Au revoir.